Bonjour à tous. Une vie pour toutes s'est déplacée aujourd'hui sur le stand RCF Méditerranée de la Fête du Livre du Var pour accueillir l'écrivain, chroniqueur radio et organisateur de rencontres littéraires, Pascal Marmé. Bonjour Pascal Marmé. Bonjour. C'est son parcours atypique de chef d'entreprise puis de romancier à l'impérieux besoin d'écrire que je souhaite mettre en avant aujourd'hui. Donc alors, si nous revenons au début, vous avez eu des parents aimants puisque vous les remerciez dans votre dernier roman qui s'appelle Le roman du parfum que vous présentez aux éditions du Rocher. Et donc vous leur dédiez votre roman en disant « Ceux qui soutiennent pour renforcer ceux qui estompent les doutes ». Bien sûr, il est important d'avoir, quand on est artiste, quand on est écrivain, romancier, il est important d'avoir une famille qui vous soutient. Parce que vous savez, comme je le disais tout à l'heure, hors antenne, c'est pas forcément évident toujours de vivre de son art, enfin art c'est un bien grand mot, de son écriture disons. Et parfois on a des difficultés, notamment au début, quand on essaye d'écrire, quand on a son premier livre qui vient de paraître, c'est pas forcément évident de pouvoir en vivre. Vivre de son écriture, c'est un luxe. Déjà être publié, c'est une chose merveilleuse, mais alors après, pour pouvoir vivre de son art, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Ils vous ont soutenu et ce besoin d'écrire a commencé à 12 ans avec votre premier journal. Oui, on peut dire que j'avais eu un besoin impérieux d'écrire. J'ai même rajouté ça sur mon site internet parce que c'était quelque chose de viscéral en moi, c'était quelque chose de très important et j'ai été élevé par ma grand-mère justement et elle m'a donné l'envie de lire parce qu'on allait sur le marché à l'époque, j'avais une dizaine d'années, 8 ou 9 ans et j'avais le choix entre un livre neuf qu'on allait acheter à la librairie et 4 ou 5 livres d'occasion qu'on allait acheter chez les marchands du marché à l'époque et ils vendaient des livres d'occasion et je préférais toujours aller chez ces petits marchands-là parce que j'avais 4 fois plus de livres, j'avais 4 livres au lieu d'un. Et le sens de la mise en scène aussi, vous aimiez bien. Oui, parce que j'ai fait du théâtre en amateur quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans. J'ai joué des pièces, j'ai joué Les Mariés de la Tour Eiffel de Cocteau, j'ai joué des pièces comme ça, j'ai joué Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tout ça. À l'école, on a aussi monté des pièces de théâtre. J'adorais ce milieu de mise en scène d'art et j'avais créé un journal, comme j'avais 12 ans, j'étais vraiment jeune, qui était le journal de ma famille, où je racontais les histoires de ma famille, de mes oncles, de mes parents. Et je découpais des photos que je collais et j'allais faire des photocopies à la poste à 1 franc à l'époque. Alors vous avez entrepris des études littéraires après. Oui, après j'ai suivi donc un cursus scolaire classique, j'ai entrepris des études littéraires, mais j'avais toujours envie d'écrire un roman, mais mes parents m'ont dit fais déjà des affaires, gagne un peu d'argent et puis quand tu auras de quoi vivre, à ce moment-là, tu pourras toujours revenir à une carrière littéraire. Donc une formation littéraire, mais vous êtes parti au Canada parce que vous avez eu comme plusieurs vies en une. En fait, oui, je suis parti au Canada, j'ai vécu au Canada. Avec une jeune fille de l'époque qui s'appelait Béatrice. Et puis on a vécu plein d'aventures là-bas et j'ai rencontré surtout des gens merveilleux. Et puis j'ai visité des pays merveilleux. Grâce au Canada, j'ai pu aller en Jamaïque parce que là-bas, c'était pas tellement loin. J'ai pu aller à Cuba. J'ai pu aller au Mexique et j'ai pu aller aux Bahamas. J'ai fait des voyages merveilleux. Donc plein de voyages et puis là vous avez vous avez fait des rencontres. Par exemple des acteurs, des chanteurs. Vous avez été courtier en assurance aussi à Paris. Alors ça c'est un petit peu après parce que si on parle du Canada. D'abord le Canada. Voilà, le Canada c'était quand même, j'étais très jeune. C'était bien après, une dizaine d'années après effectivement. J'ai monté ma société de courtage et j'avais une particularité, donc à Paris dans le 17e, j'avais une particularité, c'est-à-dire que j'assurais des objets d'art, des tableaux, des expositions de tableaux. Et grâce à ça, j'ai connu des gens merveilleux, j'ai connu le dessinateur Follon par exemple, j'ai connu Tony Curtis parce qu'il était également peintre. J'ai connu Serge Reggiani qui était un véritable ami avec sa compagne Noël Adam qui a fait énormément de choses. Donc tout ça, ça donne matière à l'imaginaire et à l'écriture. Évidemment. J'ai assisté au dernier concert de Serge Reggiani au Palais des Congrès, puis après il a fait un spectacle à l'Olympia, etc. Voilà, c'est des souvenirs qui remontent à... Mais là, on parle de 1998-99. À ce moment-là, j'étais très actif dans le monde de l'assurance, mais j'avais toujours des envies d'écriture et j'avais déjà un premier manuscrit que je n'avais pas publié qui s'appelait Ludmilla. Voilà. Et après, vous vous lancez dans les affaires. Alors là, un hôtel.
Alors bien après, alors oui, alors là on parle de périodes différentes. Bien Oui. après, effectivement, je me lance dans l'hôtellerie. On essaye de voir un petit peu ce parcours atypique, Oui, parce que très c'est vraiment atypique ce plusieurs parcours. vies. J'ai beaucoup voyagé, j'ai oui. rencontré des gens incroyables et tout, etc. Effectivement, en 2006, pour me rapprocher de mes parents, en fait, c'était le but. Moi, j'étais à Paris, je suis né dans la région parisienne, j'ai vécu à Paris pendant très très longtemps, j'habitais dans le 17e et j'avais monté mon petit cabinet d'assurance de courtage également dans le 17e, rue Léon Jost. Et à un moment donné, j'ai vendu mon appartement parisien et j'ai vendu ma société de courtage. Et je me suis retrouvé, je voulais me rapprocher de mes parents à ce moment-là, Qui était sur Nice, qui étaient dans le Var. dans le Var. Dans le Var, ils ont une maison au Canet des Morts. D'ailleurs, j'y vais assez souvent, puisque moi-même, je partage ma vie entre Saint-Laurent-du-Var, le Canet des Morts et Paris. Vous voyez ? Et à l'époque, voilà, c'était le but. Le but recherché, c'était de rejoindre mes parents près du Canet des Morts. Donc là, vous vous retrouvez à Nice et donc avec cet hôtel, mais vous continuez dans cet esprit d'écriture puisque vous organisez des ateliers d'écriture. Ah oui, oui, ça me démangeait toujours. À Nice, j'ai acheté cet hôtel en 2006, vous voyez. Et à Nice, je voulais en faire un hôtel particulièrement, un hôtel littéraire, vous voyez, un hôtel où on rencontre des auteurs. Et j'ai eu plein de gens connus qui sont venus chez moi parce que justement, je proposais une formule incroyable. C'est-à-dire que j'organisais des conférences qui duraient 1h30 et les écrivains vendaient autant de livres en 1h30 que 3 jours durant un salon. Vous voyez, Vladimir Fedorovski. Alors là, voilà, c'est voilà. là que vous avez rencontré Vladimir Fedorovski, Voilà. donc qui est actuellement mon directeur littéraire, puisqu'il dirige une collection. Aux éditions du Rocher. Il dirige une collection aux éditions du Rocher qui s'appelle Le roman des lieux et destins magiques. Et moi, j'écris dans le cadre de cette collection parce que c'est une collection que j'aime beaucoup, elle est emblématique. Et voilà, on a plein de projets ensemble. On a fait le parfum en 2013. 2014, j'ai le roman du café. Et j'ai des projets, il y a le roman du thé. Et surtout, j'ai dîné, je vais vous faire une petite confidence inédite. J'ai dîné hier avec Vladimir Fedorovski au restaurant. Il m'a proposé un livre et ça me tente beaucoup. Ça s'appelle Le roman du diamant. Et alors donc, vous croyez un petit peu au destin, puisque vous parlez de coups de pouce du destin. Vous croyez aux rencontres ? Ah oui, moi je crois que ça, hein, vous savez, dans ce monde-là, littéraire, cinématographique, ça ne marche que comme ça, c'est des rencontres. Il faut rencontrer des gens. Alors il y a un feeling après ou il n'y a pas. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie avec des rendez-vous. Ça, c'est une phrase convenue, mais elle s'adapte très bien à moi. On va en parler en deuxième partie et les sujets de vos livres. Il n'y a pas de rencontre au hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de rencontre au hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de taxi dans le noir pour nous emmener n'importe où. Mais je suis tombé chez toi ce soir et j'ai dû devenir fou. Toi, je te verrai bien encore aller plus loin. Dans le chic et le rien, tu le portes si bien. Tu es belle et je crains que ta vie ne soit rien qu'un peu de fond de teint sur une peau de chagrin. Il n'y a pas de rencontre. Une vie pour toutes. Brigitte Lascombe. Deuxième partie d'une vie pour toutes. Je reçois aujourd'hui sur le stand RCF de la Fête du Livre du Var le romancier Pascal Marmé qui vient d'évoquer son changement de cap spectaculaire puisque l'homme d'affaires propriétaire d'un hôtel à Nice se consacre aujourd'hui entièrement à l'écriture. Alors Pascal Marmé, vous affectionnez une vie calme et pourtant vous abordez parfois aussi des sujets noirs. Oui, bah ça c'est. J'ai écrit un polar l'année dernière qui s'appelait À la folie, qui avait été publié chez France Empire. J'ai toujours besoin d'écrire. Je n'aime pas être écrivain spécialiste dans un domaine particulier, et j'ai besoin un petit peu comme un exercice de style d'écrire autre chose. Donc là, j'avais envie depuis plusieurs années d'écrire un polar, plutôt un thriller.
Et c'est vrai que je l'ai fait, je me suis fait plaisir, j'ai écrit ce livre qui s'appelle À la folie, qui a été publié en 2012 chez France Empire. Et c'est vrai que c'est un livre assez noir. Alors avec enlèvement, une histoire d'enlèvement, de bipolarité, donc c'est quand même assez... Assez chargé, oui. Et où vous trouvez toute cette imagination-là? Alors il y a plusieurs méthodes. C'est vrai que je rêve beaucoup et c'est vrai que souvent je me relève la nuit avec un petit carnet où je note une partie de mes rêves. Il y a cette façon-là. Et sinon, ça peut être aussi dans la presse. Vous savez, il y a un fait divers, c'est un simple fait divers de 3 lignes. Et puis vous imaginez une histoire, ça vous inspire, vous imaginez une histoire et vous commencez à écrire quelque chose qui n'a plus rien à voir après avec le simple fait divers. Donc alors des livres avec des sujets complètement différents, puisque vous dites quand on est un auteur moderne, il faut savoir se renouveler dans un genre différent. Bien sûr, absolument. Mais c'est tout à fait vrai. Vous savez, j'ai rien contre les gens qui ont la veine du succès. On ne citera pas de nom, parce que je sais pas. Mais qui ont la veine, qui écrivent toujours le même style de livre. J'ai rien contre eux. C'est bien, tant que ça marche, ils continuent. Mais je pense que pour un auteur, il faut savoir se renouveler. Moi, j'écris dans la collection de Vladimir Fedorovski. C'est vrai qu'on a fait le parfum, on va faire le café. Qui n'ont rien à voir avec les thrillers. Qui n'ont rien à voir avec les thrillers. Voilà. Et peut-être qu'un jour, j'écrirai une biographie. Pourquoi pas? J'aimerais bien écrire une biographie. Ah oui, c'est intéressant. Alors vous dites aussi, j'ai relevé une phrase intéressante, vous dites « On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue les rivages de nos certitudes ». Donc en fait, il faut abandonner certaines opinions préconçues, etc. pour pouvoir aller dans un autre style d'écriture. Bien sûr, il faut pouvoir aller de l'avant dans la vie. Il ne faut pas rester ancré dans des valeurs. Vous voyez, il y a des gens qui restent fixés sur certaines choses et ils n'évoluent pas. Il faut savoir avancer, mais il faut toujours douter de soi-même. Mais on ne sait pas où on va, c'est ça, c'est quand même assez angoissant. Oui, mais il faut être optimiste dans la vie. Moi, vous savez, j'ai une phrase que j'avais écrite dans un de mes romans. J'avais dit « Un homme qui doute est un homme qui avance ». Et moi, je doute énormément, mais grâce au doute, ça me permet d'avancer. Alors, peut-on dire que vous êtes un épicurien ? Ah oui, j'aime bien profiter de la vie. Surtout avec ce roman du parfum, c'est quand même assez sensuel et avec toutes ces odeurs, les sens se sont mis en... Oui, alors c'est vrai que pendant le Moyen-Âge, le parfum était banni, récupéré par l'Église, mais c'est vrai qu'à partir de la Renaissance, le parfum a retrouvé ses habits de lumière et à partir de la Renaissance, il est devenu sensualité, glamour, etc. Mais c'est vrai que dans la période égyptienne et la période romaine, il était déjà glamour. Cléopâtre était la reine de la parfumerie. Et justement, j'ai relevé une phrase, c'est pour ça que je vous posais cette question. Vous dites aussi, le 11 septembre a tout changé. On voit des gens qui donnent une priorité au plaisir immédiat suite à cet événement. Vous pensez que de forts événements comme ça dans la vie peuvent vous faire changer de cap et pouvoir vouloir profiter du jour. C'est un peu une philosophie, la philosophie de l'instant, de l'éphémère de la vie. Oui, épicurienne justement. Épicurienne, il faut savoir profiter de la vie. Au moment T, vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, tout s'accélère. Les gens veulent, par exemple, quand ils commandent un livre, ils veulent l'avoir tout de suite. Ils ne supportent pas d'attendre 8 jours. Ils veulent avoir tout de suite les choses. Avant, on attendait beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on avait la télé couleur. Bon, il y avait 3 chaînes, etc. On n'est pas en 1950, mais ce que je veux dire, on avait la télé couleur, mais on attendait notre programme. C'est-à-dire, on attendait notre série. Ça passait le samedi après-midi sur La Une est à vous, le samedi est à vous. Et on attendait Amicalement Vôtre, par exemple, pour rebondir sur Tony Curtis, ou Chapeau melon et bottes de cuir, ou les séries comme Les Têtes brûlées, etc. On attendait ça. On avait 9-10 ans. On attendait ça avec impatience. Aujourd'hui, les enfants, et je suis bien placé parce que je connais des gens qui ont des petits-enfants, ils ont tout sur Internet. Donc les enfants, ils ont les émissions tout de suite sur Internet grâce à YouTube, grâce à tout ça, quoi. Qui ne favorise pas l'imaginaire, en fait. Mais non, parce qu'ils ont trop de choses trop vite que nous, on a su attendre quand même, vous voyez. Vous aviez des lectures préférées quand vous étiez enfant ? Alors, je lisais absolument tout. J'étais un fourre-tout de la littérature. J'aimais bien les Maurice Leblanc à l'époque, notamment Arsène Lupin, parce qu'il y avait la série à la télé avec Georges Descrières, qui passait. D'ailleurs, on peut lui rendre hommage. Il est décédé il y a quelques temps et c'était à l'époque, quand j'étais enfant, c'était mon idole. Voilà. Et j'ai trouvé que vous avez quand même un style très... Enfin, on visualise de suite et vous avez un style un peu cinématographique. Oui, je suis très porté sur le cinéma, je suis très cinéphile. Vous savez, j'ai eu la chance de connaître des acteurs aussi, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de gens, notamment Tony Curtis, Serge Reggiani qui a beaucoup tourné au cinéma aussi. Tous ces gens-là
m'ont inculqué un petit peu une culture cinématographique. Et j'aime bien, quand je lis un livre, pouvoir imaginer la scène du livre dans ma tête. C'est pour ça que moi, j'essaye de retranscrire au lecteur cette façon de voir les choses. J'aime pas être dans l'abstrait. C'est très imagé. Voilà, absolument. Je n'aime absolument pas être dans l'abstrait. Parfois je me pose des questions philosophiques, c'est vrai, mais j'aime bien que le lecteur puisse visualiser la scène. Et le parfum, c'est très important. Il y a un vocabulaire de la parfumerie. Il faut que le lecteur puisse lire le livre, sentir le livre et le ressentir aussi. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le roman du parfum. Donc c'est ce que nous allons voir en troisième partie. Absolument. Et on va parler du parfum, le roman du parfum aux éditions du Rocher. Sento qualcosa alla pancia e più tondo alla guancia, che cosa sarà? Oggi mi gira la testa, lo stomaco in festa, chissà che sarà. Ora mi faccio un tè caldo, più tardi poi scendo e vengo da te. Dopo preparo la cena con quello che c'è. Forse ho capito qualcosa, sarà una sorpresa stasera per te. Qui c'è qualcuno che bussa, ma non alla porta, è dentro di me. Sento la mia adrenalina salire, salire, ancora più su. Mentre un profumo di mamma si ferma qua giù. Già sento. Une vie pour toutes. RCF. C'est sur le stand RCF de la Fête du Livre du Var que je reçois aujourd'hui le romancier Pascal Marmé qui nous a parlé de son parcours atypique d'homme d'affaires, se consacrant entièrement à l'écriture aujourd'hui et de ses goûts pour la littérature. Alors Pascal Marmé, votre dernier titre, Le roman du parfum aux éditions du Rocher, pouvez-vous l'évoquer en quelques mots? C'est un roman primé aussi depuis peu, hein? Alors oui, je suis très heureux d'avoir reçu ce prix qui s'appelle le prix Al-Bayan et je vais recevoir ce prix le 4 décembre à Paris. Alors Al-Bayan étant le premier journal, le premier quotidien marocain francophone en partenariat avec TV5 et avec Le Monde. Donc c'est quelque chose de très bien pour la francophonie dans le monde. Et je suis très heureux de recevoir ce prix. J'ai pas le grand prix, j'ai le prix spécial du jury. C'est le deuxième prix, c'est Janine Boissard qui a eu le prix du meilleur roman. Mais enfin, c'est une sacrée reconnaissance voilà. Et quand moi, même. j'ai le prix spécial du jury. Donc je suis très heureux. Voilà. Super. Et ça me fait énormément plaisir et c'est génial. De quoi parle ce livre? Alors c'est un livre qui est vraiment atypique encore une fois parce que je suis un peu un écrivain atypique. J'aime bien sortir des sentiers battus, ne pas écrire des choses convenues, etc. Donc c'est un livre qui mélange le parfum et le cinéma. Mais c'est avant tout quand même, parce que ça s'appelle quand même le roman du parfum, publié aux éditions du Rocher. C'est avant tout l'histoire du parfum depuis les origines du parfum jusqu'à nos jours. Et il y a énormément de choses à dire. Hein. Mais c'est quand même romancé, puisqu'il y a quand même l'acteur Tony Curtis, que vous avez connu dans ce parcours de vie atypique, justement, et qui rentre en jeu et qui est un peu le personnage principal. Oui, bien sûr. Alors je vais vous dire, c'est un petit peu la mise en scène qui est un roman. Oui. J'ai mis en scène, en fait, Tony Curtis, que j'ai bien connu, mais tout ce que je raconte sur la vie de Tony Curtis est scrupuleusement vrai, parce que je l'ai issu de conversations qu'on a eues au restaurant, etc., et également de livres, de documentation. Donc tout ce que je raconte sur la vie de Tony Curtis, tout est vrai, et tout ce que je raconte sur l'histoire des parfums est totalement vrai aussi. Parce que j'ai beaucoup travaillé dans la recherche. Oui, parce que là, il a fallu faire vraiment des recherches, parce que c'est très bien documenté. Et pas seulement sur Internet. Donc il a fallu que je fasse des recherches. Vous êtes rentré en contact avec des parfumeurs de Grasse, absolument, etc. Pas seulement de Grasse bien sûr, parce que j'avais mon ami Jean-Pierre Roux chez Gallimard, mais également de grands parfumeurs parisiens comme Guerlain, comme Chanel, comme Dior, comme Hermès. Je connais bien Jean-Claude Elena qui est le né de chez Hermès. Voilà, oui, parce que le parfum, là, devient culture. Le parfum devient culture. À partir du moment où on cueille les fleurs, d'accord, mais à partir du moment où le parfum est mis en bouteille, on peut parler d'une culture du parfum. Bien sûr, la culture ça du rentre, parfum. Et Victor et Rolf disent le parfum, c'est du rêve en bouteille. C'est très beau, mais le parfum, c'est surtout une histoire de marketing quand même. Et oui, c'est sûr. Alors, donc, Tony Curtis, comment s'est passée cette rencontre ? Ah, Tony Curtis, ça c'est une rencontre un peu incroyable, un peu improbable. En fait, c'est son agent qui m'avait contacté parce que Tony voulait faire une exposition de ses tableaux parce que c'était un peintre à la fin de sa vie, il délaissait un petit peu les plateaux pour se consacrer à la peinture et il dessinait très bien d'ailleurs aussi.
Et avait- il vous a confié sa vie comme ça. Après, vous êtes devenus amis. Ah, ça s'est pas fait comme ça. Il a fallu qu'on Oui. se voit plusieurs fois. C'est d'abord son agent qui m'a contacté. Ensuite, on est allé à Las Vegas avec mes parents et tout ça. On a rencontré Tony Curtis, on a rencontré son attaché de presse. On est devenus un peu amis. Je suis revenu plusieurs fois le voir. On correspondait par mail. Il m'envoyait. Il était très branché. Et donc, c'était un enfant juif new-yorkais, mais il vivait dans la misère. Et après, il est arrivé à grimper les échelons, donc de la gloire et du cinéma. Il était beau quand même. Hein. Absolument. Un homme à femme, Il était beau, un homme à femme. Et surtout, il avait du talent aussi. du C'était talent. un grand acteur, un acteur merveilleux. On peut revoir ces films là. Il y a L'étrangleur de Burston qui est sorti en DVD Blu-ray là. C'est magique. Bon. Mais la carrière de Tony s'est construite au fil des ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas été une vedette tout de suite. Il a eu d'abord des figurations avec Chris Cross en 48 avec Burt Lancaster et Yvonne De Carlo. Et il a gravi un à un les échelons de la célébrité. Donc là, vous lui attribuez un rôle posthume et vous faites rentrer en scène une jeune femme qui s'appelle Sabrina, et un rôle tout à fait inventé par contre, mais que vous aviez dans un précédent roman. Voilà, dans Si tu savais, j'avais déjà parlé de Sabrina, qui part d'une histoire vraie mais qui a été romancée. Et dans Si tu savais, qui a été publié en 2010 chez France Empire, elle avait 17-18 ans. Donc il y a beaucoup de lecteurs et lectrices qui m'ont demandé qu'elle revienne. Donc je l'ai fait revenir dans le roman du parfum, et là elle a 25 ans. Alors, Et elle peut-être- est un nez, c'est-à-dire Elle est elle est dans les parfums, elle travaille. Voilà, elle travaille chez un parfumeur qui s'appelle Gaillard, qui n'existe pas, qui est un mélangé de Gallimard, Fragonard, Molinard, comme j'ai pas voulu donner de nom. Hein. À Grasse, bien sûr, qui est la ville des parfums par excellence, qui est toujours aujourd'hui encore, et je le dis tout le temps dans les radios, la ville la plus importante au niveau du parfum dans le monde entier, au niveau artisanal, parce que vous avez des grands parfumeurs qui sont nés à Grasse, comme Chiris, etc. Et bon, Chiris n'existe plus, mais vous avez toujours les Fragonard, les Gallimard, les Molinard, les Robertet, etc. C'est des gens Alors très importants. sans révéler l'intrigue quand même du livre, il y a quand même un peu d'amour aussi. Hein. Bien sûr, Voilà, c'est un roman. c'était un roman. C'est un Mais roman. c'est surtout cette ambiance, donc avec la magie, le luxe, la beauté, la sensualité, la poésie, la féminité. C'est tout ça le parfum en fait. Bien sûr, le parfum, vous savez, c'est pour ça que j'ai mélangé un petit peu cinéma et parfum, bien que la partie parfumerie est beaucoup plus importante dans le livre, parce que ça s'appelle quand même le roman du parfum. Tony Curtis n'est que le répétiteur bénévole de cette jeune fille. Mais le plus important, c'est le parfum dans le livre, hein, c'est le roman du Et parfum. le parfum, c'est quand même la créativité, la création, puisque vous dites, je reprends une phrase, les parfumeurs sont des enfants qui aiment jouer avec les matières. Ah, ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Ah non, c'est Thierry Vasseur. Oui, Je lui rends hommage, voilà. Vous le rendez hommage. C'est une citation à la de création, c'est Thierry vrai, Vasseur, c'est vrai. qui est aujourd'hui un des plus importants nez dans le monde entier, puisque c'est le nez officiel de chez Guerlain. C'est lui qui a créé la petite robe noire, par exemple. C'est ça. Vous dites plutôt mon nez visualisé, c'est-à-dire vous voyez, en sentant le parfum, vous arrivez à voir une femme ou à voir une fleur. Ou à Bien voir, sûr, bien sûr. Moi, je suis pas un nez, c'est-à-dire que je suis très mauvais à ce jeu-là, mais en revanche, je connais bien l'histoire des parfums. Et pourquoi qu'est-ce qui vous attire dans les parfums? C'est cette sensualité, féminité? Il y a beaucoup de choses. Vous savez, le parfum, c'est Pline l'Ancien, un naturaliste latin, qui disait le parfum, c'est le luxe le plus inutile de tous, parce qu'à peine dissipé, il n'existe plus déjà, il s'envole, il n'existe plus. Mais pour moi, le parfum, c'est très important parce que c'est la séduction, c'est le rêve, c'est le glamour, c'est aussi le Made in France, parce que vous savez, en France, on a beaucoup de parfums. Notre émission touche à sa fin. J'ai eu le plaisir de recevoir Pascal Marmé, romancier, dont le roman du parfum est un jardin fleuri où il fait bon se balader. Le mot de la fin, Pascal Marmé? Alors, le mot de la fin, je suis très heureux de faire cette émission avec vous et je vous annonce mon nouveau livre qui s'appelle Le roman du café, qui va paraître le 23 janvier 2014. Et à cette occasion, je vais faire plein de dédicaces à tout le monde, notamment à la librairie La Joie de Lire. Eh bien, nous allons vous inviter très bientôt sur RCF pour parler du roman du café. Très à bientôt. bientôt, merci. Merci à vous.